Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre chronique à ciel ouvert. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Rémi Brassac, coureur d'ultra. Rémi, comment tu vas ? Je vais bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de partager quelques instants avec toi. Il n'y a pas de souci, on va parler de ta carrière, des différentes courses et de tout ce qui a pu se passer cette saison notamment et même avant. Pour débuter, je te laisse te présenter, nous dire donc d'où tu viens, ton parcours scolaire et ce qui te passionne dans la vie. Alors, d'où je viens, je suis natif de Marvejols. J'ai passé pas mal d'années là-bas jusqu'à la fin du collège. Ensuite, j'ai continué mes études. Alors, j'ai fait 2 ans dans le sud, mais je suis revenu au lycée Émile Pays-Tabin pour finir mon BTS. J'ai quasiment 15 ans de banque derrière moi maintenant. Je suis plus tout jeune. Et je me suis mis au sport. Maintenant, ça fera 10 ans cette saison. Donc, un peu sur le tard. Mais voilà, j'ai bien évolué ces 10 dernières années et aujourd'hui, voilà, ça me permet de profiter de ma passion et j'essaye de vivre ça au mieux. Voilà, c'est ce que j'ai noté à peu près début en 2015 du coup. Ouais, fin 2015. Fin 2015. J'ai envie de savoir qu'est-ce que faisait Rémi Brassac avant 2015 parce que voilà, maintenant on te connaît notamment pour tes exploits en course à pied, mais qu'est-ce que faisait Rémi Brassac avant ? Avant 2015, j'ai fait beaucoup de motos d'enduro. J'ai dû faire une bonne dizaine d'années. Sans trop de prétention, voilà, j'avais pas forcément des qualités dingues sur cet aspect-là, mais voilà, plus pour le plaisir et faire quelques courses par-ci par-là. Mais voilà, en sport, c'était très limité. Je devais sortir le VTT 2-3 fois par mois, mais grand max. Et voilà, avançant dans l'âge, j'ai voulu me mettre à la course à pied pour avoir une hygiène de vie un petit peu plus qualitative. Et à la base, perdre quelques kilos superflus. Et voilà, fin 2015, une première course avec mon frère sur le duo du Bois-Joli à Badarou, qui s'était plutôt bien passé. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai trouvé plaisir à la course à pied. Et puis après, un peu de performance, et ce qui m'a dirigé de plus en plus vers l'entraînement et l'aspect compétition. J'ai noté une date qui me paraissait intéressante, 2017. Tu participes au Grand Trail des Templiers, où tu fais 68e, si je ne me trompe pas. Alors, c'est peut-être un peu une des plus grosses courses que tu as fait. Donc, raconte-nous un peu cette première expérience dans un grand événement qu'est les Templiers. Mais ouais, c'était mon premier gros événement. 2017, j'ai fait pas d'entraîneur. Je vais une fois par semaine faire une séance avec le club à Marvejols, mais vraiment l'entraînement, ça se résume à 2 footings par semaine et une petite séance de piste le mardi avec les copains. Mais ouais, vraiment, je me suis lancé là-dessus sans savoir en plus qu'est-ce que c'était l'entraînement. C'est vrai qu'avec le recul, c'était presque de la folie de partir sur un 80 bornes avec ce que j'avais dans les jambes, mais ouais, c'était une première expérience sur du un peu long. Voilà, j'avais tablé pour faire un top 100 et oui, j'avais dû faire du coup 65, 70. Je me rappelle plus du tout de mon chrono et l'expérience était quand même bien passée, tu vois, j'en ai pas de mauvais souvenirs, donc ça prouve bien que même à la base, voilà, j'avais quand même une petite appétence pour ces distances-là parce que, comme je te dis, sans entraînement structuré, ça c'était quand même plutôt bien bouclé. Et ouais, c'était une première expérience sur une grosse course. Et ouais, que des bons souvenirs. Et puis ouais, c'était ma première venue au Templier, donc ça en a déclenché plein d'autres. Et voilà, première grosse course là-bas, ouais, en effet. Ouais. Tu l'as dit, du coup, tu n'avais pas de coach à l'époque. C'est à partir de quand que tu as commencé à prendre un entraîneur j'ai fait appel à Patrick Bringer après ma MCC 2021. La MCC, c'était un peu particulier parce que là, par contre, j'avais voulu, moi, me faire un plan d'entraînement bien plus structuré que ce que je faisais avant. Et j'ai vu de suite que ça avait fonctionné. Puis j'avais fait 4 de la MCC, qui est une course quand même si c'est la petite course à l'UTMB, ça fait quand même partie d'une course de la semaine à Chamonix. Donc faire 4 là-haut, c'était quand même déjà un beau résultat. Et c'est après ça que j'ai réussi déjà à avoir mon premier petit contrat avec Simalp. Et ça m'a permis donc d'avoir mon entraîneur, puis ça m'a permis de financer ce coach-là. Et donc voilà, fin 2021, on a dû attaquer vers novembre 2021 l'aventure avec Patrick. Ouais.
Alors 2021, ouais, c'est une année charnière quand même parce que tu as aussi fait 1h24 au Marvejols. Alors c'est pas rien pour ceux qui connaissent un peu l'épreuve, ça commence quand même à courir. Donc comment tu as vu cette année 2021 ? Est-ce que pour toi ça a vraiment été l'élément déclencheur dans le monde professionnel avec, tu l'as dit, le contrat Simalp qui a suivi ? Est-ce que pour toi vraiment c'est cette année-là où tu t'es dit là j'ai envie de me professionnaliser et de faire les choses un peu plus sérieusement ? Ouais, complètement. En 2021, alors sans parler de professionnaliser, parce qu'on on en parlera sûrement après, mais c'est quand même pas en 2021 que tout s'est déclenché là. Mais par contre, 2021, c'est clairement l'année charnière. C'est là où moi, j'ai voulu me prendre en main au niveau entraînement, faire quelque chose de beaucoup plus structuré. Avec, pour objectif, moi, c'était la MCC fin août. Donc, j'avais fait 3-4 mois d'entraînement vraiment basé là-dessus. Le Marvejols faisait office d'une petite course de prépa là-dessus, donc j'avais fait pareil. Je crois que mon meilleur temps sur Marvejols devait être 1,28, et là avec un mois et demi d'entraînement trail, j'avais réussi à faire une belle course en 1,24. Et encore le mois suivant, du coup, à Chamonix, ça avait vraiment bien fonctionné avec une 4e place, sachant que je joue le podium jusque dans les derniers kilomètres. Donc c'était vraiment... pour moi, c'était un peu fantastique, quoi. Je partais pour faire 20-25e déjà sur une course comme ça, c'était quand même du gros niveau. Et là, jouer le podium, c'était un peu fou. Et pour ceux qui connaissent, cette année-là, c'est quand même Anthony Felbert qui gagne. Et je crois qu'on est qu'à 3 ou 4 minutes derrière, donc c'était vraiment une belle course. Et comme tu dis, c'est ce qui a un peu déclenché toute la suite sur les années suivantes. Du coup, justement, l'année suivante, 2022, donc là, tu es avec Simalp toute l'année. Et donc, Patrick qui te suit. Là, j'ai noté la participation à la CCC, donc première ultra, on va dire, c'est un ultra. 37e en 12h05, j'ai noté, et fin de saison, 5e au Grand Trail des Templiers. Ouais. Donc là aussi, une grosse saison quand même avec Patrick. Ouais, c'était la première saison avec Patrick. On avait fait des courses de prépa en début de saison déjà qui annonçaient un petit peu la couleur, où je pensais pas être à ce niveau-là. Notamment la Cité de Pierre, où c'était une course sortie de Covid, où ils avaient entre guillemets invité que les élites, et j'avais fait 5e à quelques minutes de Nico Martin qui cette année-là je crois fait vice-champion du monde. Donc déjà d'entrée de jeu ça avait été pas mal en début de saison. Après ma CCC a été un peu entachée parce que j'ai eu 2 gros problèmes perso et pro qui m'ont déjà démobilisé fortement sur l'entraînement et qui m'ont coupé bien 2 mois d'entraînement juste avant la CCC. Donc j'y suis allé vraiment pour découvrir la course, me faire un parcours de reco et apprendre en sachant que j'allais y retourner. Mais c'était quand même une belle expérience et c'était un beau pied de nez à la vie de la finir comme ça. Sachant que ça reste un top 40 là-haut, c'était quand même honorable, on va dire. Et par contre, je me suis fortement remobilisé avec vraiment de grosses ambitions pour les Templiers. Et là, ça avait bien fonctionné, puisque faire 5 scratchs du Grand Trail, c'était quand même une super perf, et ça a été ma première grosse perf internationale. Ouais. En termes de préparation, du coup, comment on passe cette année-là ? Bon, tu l'as dit, ta préparation pour la CCC a été un peu tronquée, mais globalement, comment on passe d'une préparation à un 100 bornes avec quand même relativement beaucoup de dénivelé, même si ça reste assez roulant et peu technique, au final, le Grand Trail Templier qui, on le sait, demande quand même des qualités de vitesse, ça court très vite. Comment on fait le pas entre ces 2 prépas ? La base CCC, on l'avait pour les Templiers, puis se faire des kilomètres, ça c'était bon dans les jambes. Après, nous, la chance qu'on a ici à Mende, c'est qu'on a quand même le même terrain qu'à Millau et qu'aux Templiers, donc on passe beaucoup de temps sur l'Écosse et faire des montées-descentes, Mende, le cos de Mende, Changefège, etc. Ça permet de vraiment pratiquer l'entraînement sur du terrain vraiment typé Templier. Donc ça, je pense que moi, personnellement, ça m'aide beaucoup pour performer là-bas. Et après, comme tu dis, ça nécessite, alors pas forcément une grosse vitesse, par contre, ça nécessite énormément d'endurance,
de la vitesse moyenne, mais très très longtemps. Et donc, ouais, on a beaucoup bossé là-dessus sur des grandes séances de tempo long, quoi, des fois des 4-5 fois 30-35 minutes à tempo un peu élevé, pour justement apprendre à courir avec beaucoup de charge dans les cuisses et courir fatigué, quoi, tout simplement. Toi qui es coach, on en parlera tout à l'heure, c'est quoi la séance clé que tu donnerais à quelqu'un qui prépare le Grand Trail des Templiers? C'est un peu celle que je te dis. Faut travailler vraiment le dénivelé positif et négatif sur du 300-400 mètres de dénivelé. Donc là, pour nous, Amande, ça se fait assez facilement, entre guillemets. Mais par contre, ouais, la séance clé, moi, je pense que c'est des sorties peut-être de 2-3 heures et inclure dedans des blocs de 30-35 minutes avec des zones d'intensité on va dire médiane, donc pas à fond, mais par contre, voilà, c'est 4-5 blocs de 25-30 minutes où il faut courir assez vite tout le temps et partout, quoi. Là, sur cette prépa, tu te souviens à peu près à combien de kilomètres tu es monté par semaine pour que les gens s'en rendent compte? Sur la toute première, là, je pourrais pas te dire, mais par contre, là, depuis quelques années, quand je prépare du 80-100 bornes, ça passe par 3-4 semaines, forcément, les mois avant, à 120, 130, voire 150 bornes. Ouais. J'ai eu fait plus. Les dernières années, on a eu fait des semaines à quasiment 200. Alors, pour que les gens s'en rendent compte, ça nécessite parfois de doubler dans une journée. Donc, entraînement le matin, entraînement le soir. Dans la vie, t'es papa aussi et t'es marié, il me semble. Je suis en concubinage depuis très longtemps. Comment on organise finalement tous ces entraînements au milieu de la vie familiale? Parce que 2 fois par jour, avec des fois 2-3 heures de sortie, ça prend énormément de temps. Donc comment tu t'organises? Ça, en fait, cette orga, elle a pas mal changé ces dernières années. Mais au début, du coup, quand j'étais gérant au magasin, j'avais quand même une plage horaire entre midi et 15h environ qui me permettait de faire mes séances. Donc ça laisse quand même 3 heures de latence. Donc en semaine, par contre, voilà, généralement, j'avais qu'une séance par jour. Du coup, je l'ai calée entre midi et 2. Donc professionnellement, ça passait, et familièrement aussi, puisque moi, j'ai mon petit qui était à l'école et ma femme qui travaillait. Donc là, ça posait pas de souci particulier. Si ce n'est que ça engendrait quand même pas mal de fatigue, puisque tu fais ta journée, ta matinée, tes 2 heures ou 3 d'entraînement, plus ton après-midi. J'essaye de doubler un peu le week-end. Mais souvent, avant que j'aménage mon planning, on doublait la journée, mais on avait généralement une séance spécifique. Et le bi-quotidien, la seconde séance, c'était du vélo ou du footing calme. Là, depuis quelques années, donc j'ai un planning qui est quand même aménagé et que moi, je peux aménager un peu à ma main. Donc là, je fais quasiment, je vais pas dire tous les jours du bi-quotidien, mais pas loin. Et depuis quelques temps, faute de faire du bi-quotidien, on fait ce qu'on appelle du double seuil. Donc là, par contre, c'est 2 séances d'intensité par jour. Et voilà, là, ça, je le fais que depuis que je sais que je peux me reposer, soit entre les séances, soit avant, soit après. Mais voilà, j'aménage mon planning en fonction de ça. Et vu que c'est moi qui gère là, niveau familial, il n'y a aucun problème, puisque je le fais pendant que Nathan est à l'école et hors des projets familiaux, quoi. Du coup, avant, tu travaillais à Mondo Vélo, il me semble. Oui, c'est ça. Tu étais en temps plein à l'époque? Ouais. Au tout début que tu commençais. Et là, maintenant, comment ça se passe? Du coup, tu travailles plus du tout là-bas? Non, j'y suis plus. Là, je me suis permis, depuis quelques années, entre mes contrats un peu sportifs et je suis en train de passer tous mes diplômes pour faire de l'entraînement. Donc là, ça fait 2 ans, ça doit faire 2 ans maintenant que voilà, c'est moi qui aménage mon planning entre un peu les études, pas mal de sportifs et un peu d'entraînement à distance et aussi en présentiel, puisque cette année, je suis en stage pour passer mon CQP donc, de trail. Je suis en stage au Centre Omnisport Lozère.
Donc voilà, le planning est assez chargé, mais j'ai quand même le luxe de pouvoir moi l'aménager un peu comme je veux, donc ça passe bien et d'un point de vue sportif, ça me permet de faire à 100% le job. Ouais. Pour toi, c'est vraiment une clé dans la progression de pas travailler à côté ou tu penses encore que ça peut être possible, même si on prépare de l'ultra? Je pense que ça peut être possible et d'ailleurs, je l'ai eu fait et ça fonctionnait. La charge de travail entre guillemets à l'entraînement n'a pas forcément évolué depuis que j'ai plus de temps. Par contre, c'est ce que je te disais, le repos à côté, il est quand même prépondérant, je pense, pour préparer ce type de courses et d'objectifs-là. Et le fait de pouvoir faire du repos et de l'assimilation entre tous ces blocs d'entraînement, c'est sûr que ça amène un énorme avantage. Ouais. Tu as parlé de ton fils Nathan tout à l'heure. J'ai envie de savoir comment il voit le métier de son papa. C'est vrai que il rentre et voilà, toi tu as fait 2 entraînements, il te voit courir tous les jours. Comment lui il le perçoit? Ça a été un petit peu marrant au début, puisqu'il disait à tout le monde que je courais en fait. Quand j'ai vraiment arrêté au magasin, il disait un peu à ses copains que je faisais que courir. Alors bon, c'était quand même pas non plus trop le cas, mais lui, après là, il sait maintenant que j'entraîne des gens, que là, 2-3 fois par semaine, je vais courir avec les jeunes au col. Donc il voit que je fais autre chose que courir, on va dire, même si c'est quand même lié. Oui. Mais c'était assez marrant au début. Après, lui, d'un point de vue familial, il a vu la différence aussi, puisque, mine de rien, je suis beaucoup plus présent. Donc, pour l'instant, je touche du bois, mais les 2-3 ans qu'on vient de passer, finalement, c'était familièrement parlant et sportivement, c'était bien. Ouais. Tu as parlé de tes différents contrats et sponsors qui te permettent de vivre cette aventure-là. Au-delà de Silmalp, il y en a d'autres, il me semble, Oversteam et Oxytis. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, donc le principal, ça reste Silmalp. Et en effet, j'ai Oversteam et Oxytis qui m'aident bien d'un point de vue matériel et aussi financier. J'ai le département aussi qui m'octroie une subvention aussi. Donc tout ça, j'arrive à mixer et faire quelque chose de cohérent sans mettre en péril la vie de famille et la vie perso. Donc c'était les principaux partenaires. Cette année, c'était un peu particulier, je me suis blessé, donc c'était ma première grosse blessure, donc il a fallu un peu les appeler et voir qu'est-ce qu'ils en pensaient, que je sois à l'arrêt pendant quelques mois. C'était un peu une découverte pour moi, puis finalement, ça s'est quand même très bien passé, et puis finalement, la saison avait bien commencé et c'est bien fini, donc tout le monde était satisfait. Ouais. On en parlera plus amplement de ta première blessure tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir avant sur 2023 avec les championnats de France de trail long. Donc c'était à la Roque-Sainte-Marguerite, à côté de Millau, où tu fais 5e et tu gagnes un Master 0, il me semble. C'est ça. Donc là tu fais 5e, tu passes pas loin de la sélection en équipe de France. Comment s'est passée la course? Et est-ce qu'au final, à la fin, il y a un peu de déception de ne pas avoir fait le podium et avoir eu la sélection? Après, c'était le championnat de France à la Cité de Pierre. Donc, c'était un terrain que je connaissais bien puisque j'avais déjà couru la Cité de Pierre, même si c'était pas tout à fait le même parcours. Et c'est un terrain qui se rapproche forcément des Templiers. Donc, c'était Patrick qui m'avait dit il faut que tu ailles aux France, il y a moyen de faire quelque chose, même si j'y croyais encore que moyennement. La course était bien passée, on avait fait quand même des recos dessus, on avait fait des stages avec Nico Martin, Mathieu Simon, Mathieu Delpech, donc on était quand même super prêts pour cette course. Ça s'était bien passé, je suis parti je suis parti bien, j'ai toujours eu un petit point faible sur les parties très roulantes moi par rapport aux gens avec qui je cours. Donc j'ai pris un peu de temps sur un passage et malheureusement j'ai jamais pu le combler. Mais aussi j'ai eu un gros coup de mou, je me rappelle, où je crois que j'étais presque sorti du top 10 pour au final faire une grosse fin de course et remonter 5 et je finis au sprint avec le 4e. Donc j'étais très déçu
pas de louper la 4e place, mais relativement déçu parce que je passe à 2 places de la sélection en équipe de France. Et à la fois, j'étais quand même satisfait puisque je fais un top 5 scratch sur un championnat de France, ce qui est quand même en soi, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, tu vois, j'y aurais jamais cru. Donc c'était assez mitigé cette fois-là, mais je me rappelle quand même que j'avais vécu une course c'était assez dur. Donc faire 5, c'était quand même bien, même si j'y tiens pas trop rigueur, mais ça fait un champion de France master. Voilà, les catégories, on ne sait jamais trop quoi dire, mais bon, ça fait quand même une médaille FFA accrochée autour du cou, donc c'est quand même plaisant. Et voilà, puis ça confirmait l'année 2022 qui s'était bien passée. Là, on a attaqué, puis c'était au mois de mars, c'était un début d'année, on a attaqué 2023 pareil, en faisant un top 5, donc c'était quand même cool dans l'ensemble, même si l'objectif en soi, on se l'était pas caché, c'était d'aller en équipe de France. Bon, on n'est pas passé loin avec Patrick, mais c'était quand même une belle course. C'est Baptiste Chassagne qui gagne, il me semble. C'était Baptiste Chassagne qui gagne, et je ne veux pas dire de bêtises, mais deuxième doit être Benjamin Roubiol. Donc il y en a un qui est devenu champion du monde et un qui a gagné la Diag. Ouais. C'est sûr qu'il y avait un sacré niveau quand même. Comment on se prépare justement pour... il me semble que c'était fin d'hiver, début de printemps, les France en avril. C'était mars. Ouais, mars même. Ouais. Voilà, donc... qu'est-ce qu'on fait l'hiver ? Est-ce qu'on quand même on touche un peu de vitesse ou vous êtes concentré quand même sur le volume et sur des grosses charges d'entraînement plutôt que faire les crosses ou même de la route ? Alors là, je me rappelle plus, ça commence à dater, mais généralement là, quand on a des objectifs en mars, comme on va avoir cette année, on fait quand même un gros bloc de vitesse l'hiver. On travaille pas mal la piste quand on fait du trail, on essaye de rester sur du chemin roulant pour pouvoir vraiment adopter une foulée dynamique et avoir de la vitesse. Et début janvier, mi-janvier, on commence à attaquer par contre la spécificité trail en mettant du dénivelé et des séances un petit peu plus spécifiques sur la montée-descente. Ouais. Et du coup là, c'est ce que vous allez faire, préparer les championnats de France au Ventoux cette année ? Ouais, c'est ça. Les France au Ventoux, c'est à peu près la même période, je crois que c'est le 20 ou 25 mars, j'ai pas la date exacte. Mais ouais, on a passé l'hiver là à faire de la vitesse, un petit peu plus que d'habitude d'ailleurs. Parce que, comme je te disais, on sait que c'est là mon point faible, donc il faut absolument pas que je perde trop de temps sur cette première partie du Ventoux. Là, on a 3-4 km qui sont très rapides, donc il faut vraiment que je sorte propre de ça. Donc on a vraiment fait un peu plus de vitesse que d'habitude, et là, comme je te disais, début janvier, tu vois, ça fait une dizaine de jours qu'on a rattaqué un peu là. On est en train de remettre le pied à l'étrier sur la spécificité trail. Donc ça jusqu'à mi-mars où on va attaquer l'affûtage, ça va être costaud. Justement, tu as parlé de la vitesse, tu as fait un 10 km avec une nouvelle marque, 32-43. Ouais. Alors, quand même, pour un ultra-trailer, ça commence à courir vite. Ouais. T'en es content ou bon, j'imagine que c'était dans la prépa, donc c'était pas un objectif à part entière, mais... Ouais, non, c'était pas du tout optimal. On avait fait quelques séances spé, je peux pas dire qu'on avait rien fait quand même, mais c'était au milieu quand même d'une prépa trail, donc au milieu de la semaine, j'avais des seuils en bosse, etc. à faire, donc c'était pas spécifique 10K. Je suis arrivé avec un petit peu de fatigue, je crois qu'on avait fait 70 ou 80 bornes quand même dans la semaine avant. Mais le chrono peut être amélioré après 32-40, sachant que c'est pas ma spécialité, que c'est loin d'être mes qualités, le plat. C'est pas si mal que ça. Donc voilà, moi ce que je voulais, c'est avoir une vitesse, une allure sur laquelle je puisse me baser sans trop puiser, pour pouvoir suivre le groupe de tête, comme je te disais, les 4-5 premiers kilomètres du Ventoux. Donc là, avec ce qu'on a fait, je pense que ça le fera. Ce week-end, on a refait une séance où il y avait quand même de beaux moteurs devant là, sur le Fartlek à Clermont, et je suis avec eux. Donc c'est loin d'être optimal sur le 10 km par rapport à certains, notamment on parlait de Benjamin Roubiol ça passe à 30 minutes, mais là pour les freins ça devrait le faire. Ouais. Tu as parlé du Fartlek Auvergnat, j'ai envie que tu nous racontes le week-end que tu viens de passer, en nous disant un peu les séances que tu as fait pour que
que les auditeurs se rendent compte qu'est-ce que c'est un week-end bien chargé en volume. Après, c'était un week-end là bien chargé, en effet. Mais on en fait quand même des week-ends comme ça. Dans la prépa, on en fait bien 2 ou 3 à chaque fois. Là, ce week-end, vendredi, ça a attaqué par une petite pré-fatigue de 15 bornes. C'était en footing, en endurance fondamentale, mais bon, il y a eu 15 km le vendredi matin. Et après, le samedi, donc dans le bassin clermontois, ils ont créé ce qui s'appelle le fartlek auvergnat. C'est inspiré du fartlek kényan. Donc c'est 20 fois 1 minute sur un parcours plat. Il y a une grosse émulation, puisque là c'est la deuxième fois que j'y vais, et ça fait 2 fois qu'on est 65-70 personnes quand même. Mais voilà, ça fait 20 fois 1-1. Ça fait des grosses séances quand même, puis je crois que les 2 séances que j'ai fait, ça sort 16 ou 17 km quand même. Donc ça sort quand même quelques kilomètres. L'après-midi, on a fait, je ne vais pas expliquer la séance parce que ça va être trop compliqué, mais on a fait grosso modo une séance qui faisait mixte boss et du tempo à plat. Donc là, pareil, on a dû faire 22 ou 23 km de mémoire. Vu qu'il y avait à l'intérieur une séance boss, j'ai pas regardé le dénivelé, mais il doit y avoir quand même pas mal de dénivelé aussi. Donc ça fait une journée à 40 bornes. Et habituellement, quand on fait ça, le lendemain, on a une sortie un peu longue, mais paisible, quoi, juste pour faire des kilomètres. Là, exceptionnellement, pour charger le week-end, on avait encore une séance où c'était des navettes, donc on fait des allers-retours dans une bosse. Donc là, pareil, on a fait 22 km, je crois, avec 2500 de dénivelé. Donc ça fait un joli ratio. Et l'objectif, là, c'était avec Alexandre Meilleux, qui est aussi un excellent coureur de trail. L'objectif, c'était de passer tout le dénivelé positif au petit trot. Donc même dans la grosse pente, donc pour travailler la force. Et par contre, c'était descente vitesse course. Donc pendant 2 heures. Et il y avait eu 1 heure de pré-fatigue avant, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, ça fait grosso modo 3 heures, 23 km, 2500 de dénivelé. Et dans ces 3 heures, il y a 2 heures quand même assez intenses. Ouais. Le lendemain d'un week-end choc, quand même, comme ça, tu fais repos ou... Vélo hier. Vélo. Et j'accompagnais la séance call, donc j'ai fait 10 bornes de footing. Ok. Donc ouais, c'est quand même... ça s'enchaîne assez rapidement. Ouais, ça s'enchaîne beaucoup. Après, le vélo... ça fait quand même du bien, même si ça fait faire du sport. Si on le fait paisible, ça me fait faire une belle assimilation. Mais on fonctionne quand même beaucoup sur des blocs comme ça, où on enchaîne des fois 1 semaine, 10 jours, voire 15 jours vraiment très intenses avant de faire 3-4 jours vraiment d'assimilation. Des jours de repos complet où tu fais aucun exercice, t'en as souvent ou... Non, pas des masses. Ouais. Non, c'est très rare. Le repos strict, c'est très très rare. J'ai toujours un petit footing ou un petit vélo à faire. Sauf, comme je te dis, quand on fait vraiment 15 jours très très intenses, j'ai 2-3 jours vraiment off. Mais c'est quand même rare. Tu vois, la semaine dernière, d'il y a 15 jours, j'ai fait 150 bornes. La semaine dernière, 130. Et tu vois, et cette semaine, il faudrait vérifier, mais je ne dois pas avoir un seul jour de repos. Et tu arrives bien, je pense que aussi c'est peut-être une question d'habitude, mais au début, de 2-3 semaines, pas faire de jour off, est-ce que le corps s'adapte ou c'est un peu compliqué au début ? Ouais, moi, j'ai jamais eu de difficulté à enchaîner. Même quand je bossais, c'est vrai que j'enchaînais beaucoup et j'avais jamais de bobo, jamais de fatigue. Donc ça, c'était plutôt bien. Et là, comme je te disais, vu que je peux aménager mon planning, maintenant, on a quand même les phases de repos entre les séances. Si je veux faire 1 demi-heure de sieste, je les fais, quoi. Donc ça change quand même beaucoup la vie. Et ça permet d'enchaîner. Voilà, ça, mine de rien, de ne pas faire 8 heures debout au travail. C'est quand même la vie est quand même différente. La récup est différente. Donc là, pour l'instant, ça s'est toujours bien enchaîné. Et c'est encore un petit peu plus facile ces dernières années, en mars, tu vas préparer du coup forcément les championnats de France. Il y a 1 an à peu près, un peu moins, tu te battais avec Thomas Cardin sur les pentes du Ventoux. Donc tu avais fait 2e du 46 km. Voilà. Donc là c'était une grosse performance. Je suppose que tu vas t'inspirer un peu de ce que tu as fait pour les France, même si c'est pas du tout la même course, ça n'a rien à voir. Mais voilà, tu as quand même des repères sur les pentes du Ventoux. Ouais, le Ventoux l'an dernier, c'était
c'était mon début de saison et ça avait super bien commencé. D'ailleurs, oui, ça a été ma plus grosse cote ITRA, le Ventoux, donc c'était une très très grosse course. Je vais m'en inspirer forcément et fortement. Avec Patrick, on sait que c'est un terrain qui me convient parfaitement. Ça ressemble quand même, sur la difficulté, ça ressemble beaucoup à un Templier, tu vois, où il y a beaucoup de relances, beaucoup tu montes 100 mètres de D+, tu en redescends 50, tu remontes 100. Enfin, c'est très très cassant, très rude. Et c'est quelque chose, moi, qui me convient bien. Ça fait partie de mes qualités. Donc, je vais m'en inspirer de ce qui s'est fait l'an dernier, c'est sûr. Je finis à 3 ou 4 minutes de Thomas. Sur la fin de course, il me reprend plus de temps. Il m'a pris 3 minutes en début de course et j'ai réussi à maintenir le cap toute la fin de course. Donc, si, forcément, je vais m'inspirer de ce qui s'est passé en 2025. Après, ouais, ça qualifie pour les championnats d'Europe en équipe de France. Et championnats d'Europe, il n'y a qu'un seul format. Donc, ça veut dire que au lieu de 2 équipes de France et potentiellement une dizaine de coureurs, ben là, il n'y aura qu'une seule équipe de France avec 4-5 coureurs. Donc, ça réduit forcément le nombre de qualifiables. Et donc, il y aura un plateau, je suppose, assez important. Ouais. Mais ouais, je ferai ma course. Je sais ce que je vaux sur ces parcours-là. Je le préparerai à fond. Et puis après, on verra. Si je fais une sélection, ça serait fantastique pour moi. Si je fais 5, ça sera bien. Et puis si je fais 10, ça sera bien aussi. Ouais. À Buis-les-Baronnies, j'avais fait 7 ou 8. Et quand on voit la start list, on peut quand même se féliciter de faire un top 10 avec tous les grands noms qu'il y a autour de moi. Donc je prends le Ventoux, là, je le prends vraiment. Je donnerai vraiment le meilleur de ce que je peux faire. Et puis on verra comment ça se passe. Ouais. Après le Ventoux en 2025, il y a eu quelque chose d'un peu plus malheureux, j'ai envie de dire, que toutes ces belles performances qu'on a parlé. Ta première grosse blessure, voilà, tu en as un peu parlé tout à l'heure, donc tu vas nous en dire plus, mais il me semble que c'était une fracture de fatigue. Ouais. Déjà, raconte-nous comment elle est arrivée, comment tu l'as sentie, si ça peut aider d'ailleurs certaines personnes. Et puis aussi, moi j'ai envie que tu nous parles de l'aspect mental. J'imagine que voilà, quand on s'entraîne tous les jours, quand on est sportif de haut niveau, et qu'une telle blessure nous touche, ça doit nous affecter mentalement, parce que on n'est pas des machines non plus. Donc parle-nous un peu de cette période qui je pense a été un peu compliquée au début forcément, mais parle-nous un petit peu. Ouais, première grosse blessure en 10 ans, sachant que je m'étais jamais blessé, mais du tout, quoi. Je pense que j'avais dû louper 3-4 séances parce que j'avais des bobos à droite à gauche, mais jamais aucune blessure, pas de tendinite, pas de rien du tout. Et là, en préparant, après le Ventoux, du coup, on devait faire une prépa pour la VVX, donc à Volvic, et ensuite enchaîner sur une TDS à Chamonix. En préparant la VVX, du jour au lendemain, à la sortie d'un footing, j'ai eu une douleur à la fesse qui passait pas. Au bout d'une semaine, 10 jours, toujours la même douleur et sans amélioration. Donc ça, généralement, c'est jamais très bon quand au bout de 10 jours, il n'y a pas une petite amélioration. Et donc, après les imageries IRM, on a décelé une petite fracture de fatigue au niveau du sacrum. Donc voilà, au mois d'avril, donc saison HS, donc pour la VVX, pour la TDS, qui était quand même le gros objectif de la saison. Donc au début, c'était hyper compliqué de se dire la saison est foutue, pendant 2-3 mois, il n'y a rien à faire, quoi, il faut juste du repos. Mais bon, après avoir côtoyé et discuté avec beaucoup de collègues athlètes, ou tu vois, j'ai eu deux médecins du sport qui ont vu l'imagerie, et dont Marion Delespierre. Ouais. Et donc à notre niveau, en fait, c'est presque la blessure standard, quoi. Je me suis rendu compte que tout le monde autour de moi avait déjà eu 1, 2, voire 3 fractures de fatigue dans la carrière, quoi. Donc ça m'a fait un peu relativiser. Après, je sais à quoi c'est dû à peu près. Donc ça sera des erreurs à ne pas refaire. Dans mon malheur, j'ai eu la chance de pouvoir faire du vélo.
l'endroit où c'était fracturé, en fait, il n'y avait aucun problème à faire du vélo. Donc ça m'a permis quand même de sortir, d'avoir quand même un maintien de forme. J'ai quand même pas trop insisté. J'ai pris ce temps-là pour aussi prendre le temps de me reposer, de faire autre chose que du sport, quoi. Mais ouais, pas facile au début. Après, voilà, j'ai pris mon mal en patience. J'ai fait les choses bien comme il faut. J'ai même pris, je me rappelle, 10 jours de plus sur la date de reprise pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et voilà, puis vu que je faisais une croix sur mon objectif fin août et qu'on m'avait dit que pour septembre-octobre, je pourrais reprendre vraiment à intensité classique. Voilà, je m'étais focalisé déjà moi sur une belle place, sur une des courses des Templiers. Je ne savais pas trop laquelle à l'époque, mais voilà, je m'étais déjà mis un objectif après, quoi. Et au niveau de la douleur, c'est quelque chose qui, dès que tu le sens, tu peux plus courir, ou au début tu savais pas que c'était autant, enfin, comment décrire la douleur? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment te stopper direct ou plus une gêne au début? Bah non, en fait, c'était d'ailleurs ce qui m'a fait un peu râler au début, c'est que moi j'ai vraiment eu aucun symptôme avant, en fait. Okay. Je suis parti courir, on était à Annecy ce week-end-là avec des potes. Je suis parti le matin au footing, nickel. Bon, c'était un footing, je te dis, c'était une sortie de 20 ou 25 bornes, c'était pas un footing de 5 bornes, mais je suis parti à la sortie nickel. Puis à quelques kilomètres de l'arrivée, voilà, j'ai dit à mon collègue, j'ai un poil mal à la fesse au niveau du sciatique, tu vois. Mais ouais, c'était douloureux, mais sans plus, quoi. Et mais sans vraiment signe avant-coureur, quoi. C'est arrivé d'un coup. Et par contre, après, ouais, le lendemain, c'est devenu quand même vraiment intense, la douleur. Et voilà, donc de suite après, on a arrêté 1 semaine, 10 jours les entraînements. Et 10 jours après, en réessayant un footing, la douleur était toujours là, toujours très vive quand même. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a été faire un IRM pour déceler ça, quoi. Mais ouais, c'était un peu ce qui me faisait râler le plus, c'est que j'avais certes tiré sur la corde parce qu'on avait fait quand même des grosses semaines d'entraînement. Mais par contre, j'ai jamais couru sur douleur, en fait, quoi. C'est ça qui m'a fait le plus râler. Ouais. Je pense que c'est dû au volume. Tu as parlé d'erreurs tout à l'heure que vous avez pris connaissance. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un peu trop de volume? Les 2 médecins du sport que j'ai consultés, les 2, ils m'ont dit il y a quand même 8-9 chances sur 10 que ce soit un déficit calorique. Donc voilà, c'est certainement une surcharge, puisque plus tu charges et plus tu crames des calories, donc il faut les combler à côté. Après, faire un peu plus attention à manger plus pour éviter ce genre de choses. Ouais. Ça me permet de rebondir. Est-ce que tu t'es suivi par un nutritionniste, toi, ou... Ouais, enfin, oui et non. J'ai eu fait appel à quelqu'un au tout début où j'étais avec Patrick pour vraiment qu'il me cale, entre guillemets, pour que j'ai les notions de base, pour voir qu'est-ce qu'il fallait que j'apporte à mon corps pour qu'on soit bien. Mais c'était plus m'apporter les bases pour que moi, derrière, je sois autonome. Donc après, j'ai pas eu de suivi. Par contre, c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement et quand j'ai besoin d'infos sur maintenant, je suis bien calé aussi sur le ravitaillement, mais pendant quelques années, c'est lui qui m'aidait à faire mes ravitaux, etc. Ouais. Donc, tu es plus du style à manger ce que tu as envie, ou quand même tu fais attention, quand même tu regardes justement les calories et tout ce que tu manges? Les deux. Franchement, ouais. Je mange quand même pas mal et je mange les choses qui me font plaisir, quoi. Quand il faut manger une pizza, un burger ou autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, regarder les calories, contrairement à ce que pensent, je pense, 99% des gens, on regarde généralement les calories, mais pour être sûr d'en manger assez, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on mange de la salade sans sauce, sans rien, pour sécher, mais non, en fait... Moi, quand je sais pas trop ce que je mange et que je me mets à peser, par exemple, le riz ou les pâtes qu'on mange, c'est pour être sûr d'en avoir assez, en fait. Donc, ouais, il faut manger. On mange quand même beaucoup pour pouvoir compenser les pertes caloriques. Ouais. À la fin de saison 2025, tu as très bien rebondi de ta blessure puisque tu as gagné à l'Endurance Trail des Templiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la course la plus longue, tout simplement, du Festival des Templiers.
Une victoire qui, je pense, fait du bien au moral. Et comment tu expliques ce magnifique rebond quand même? Mentalement, peut-être que aussi ça a dû jouer, mais comment tu l'as vécu, cette course? Cette course, c'était vraiment... moi, mon objectif, c'était de bien finir ma saison. Elle avait super bien attaqué. Puis on a eu ce gros point noir au milieu. Donc moi, je m'étais vraiment focalisé sur le festival pour boucler une belle saison et qu'on puisse repartir comme si de rien n'était. La prépa, c'était super bien passé. Donc, comme je te disais, j'avais reculé ma reprise à pied d'une dizaine de jours pour être sûr que ça passe bien. Et pour autant, j'avais réussi à faire l'OCC à Chamonix fin août, sans douleur et avec un top 50 à l'arrivée. Donc, c'était quand même, mine de rien, prometteur, parce que ça faisait, je crois, 15 jours que j'avais rattaqué. Donc, c'était pas mal. Et ensuite, la prépa s'est super bien déroulée. J'avais absolument aucune douleur à ma blessure. Les sensations sont revenues assez rapidement. Puis ça m'a laissé quand même août, septembre, octobre de prépa. Donc même si on y a été calmos en août pour être sûr que tout passe, le reste ça s'est fait comme d'hab. Et voilà, des belles prépas. J'ai été courir quelques fois sur Millau pour me réimprégner un peu des lieux, etc. Et voilà, j'avais forcément une grosse envie en plus. Donc tout s'est bien passé, voilà, un petit passage un peu dans le dur à mi-course, on va dire. Mais après, j'ai fait une très très grosse fin de course, donc c'était une première très grosse victoire sur un événement, quoi. T'as été seul tout le long ou quand même il y a eu bataille Non, je suis resté avec Rémi Giroux pendant une bonne 50aine de kilomètres. J'ai réussi après j'ai pris la tête sans accélérer, en fait. C'est lui qui a un peu eu un coup de mou vers Saint-André, donc ça doit être kilomètre 50. Et en fait je pensais avoir fait vraiment le trou au train comme ça, et tu vois, à la Salvage au kilomètre 80, il y a Vio à l'assistance qui m'annonce que j'avais qu'une minute d'avance, quoi. Donc en fait j'avais rien creusé du tout et j'étais pas au mieux des sensations en plus à la Salvage. Donc tu vois, j'y ai dit je sais pas si ça ira au bout jusqu'au bout comme ça. Puis en fait si j'ai eu un petit regain de forme. J'ai fait une grosse montée jusqu'à la ferme du CAD et voilà, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Niveau alimentation, sur une course comme les Templiers, tu tournes à quoi au niveau de la nourriture? Ça va pas parler à beaucoup de gens, mais on calcule ça en grammes par heure, en fait. Là, sur un endurance trail, vu que j'avais pas trop de recul sur la saison, je suis parti plus soft que d'habitude, mais on est à 60 grammes. Donc ça veut dire, grosso modo, pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs, c'est une flasque, un bidon de 500 ml d'eau mélangée avec de la boisson énergétique par heure, plus un gel ou une barre. Voilà, si vous prenez ça toutes les heures, ça vous fait 60 grammes. Ah. Et t'arrives bien, toi, ça passe bien Ouais, généralement ça passe bien. Après, on peut monter un petit peu plus haut pour être sûr de ne pas avoir d'hypo mais il faut toujours qu'on pèse un peu le pour et le contre, parce qu'après, par contre, 60 grammes, ça passe bien niveau gastrique. Après, dès lors qu'on passe à 80, 90, voire certains sont à 100, gastriquement parlant, il faut quand même l'encaisser, parce que la course à pied, c'est quand même dur de gérer les douleurs gastriques. Ouais. J'ai envie qu'on parle un peu plus de ta collaboration avec Patrick. Tu l'as dit, il me semble qu'il t'a pris en main après ta MCC, donc fin 2021 à peu près. C'est ça. Comment cette collaboration elle fonctionne, dans le sens est-ce que tu l'as souvent au téléphone, ou ça va être plus un échange de messages, de quelques conseils, et ton plan aussi, comment il le configure, est-ce qu'il te met toutes les chances jusqu'à l'objectif, ou ça va être quand même ajusté en fonction de chaque semaine Déjà, les plans, on va partir au plus simple. Non, généralement c'est une semaine par semaine. Sauf certains moments, comme là, moi, par exemple, j'ai une petite course de prépa le 1er février. Et tu vois, la semaine dernière, il m'a fait les 15 jours suivants. Comme ça, je sais ce que j'ai jusqu'à la course, là. Mais généralement, c'est une semaine sur l'autre. Il est assez open, surtout au niveau de la communication. Donc,
On peut faire des échanges, messages, quand j'ai besoin d'un appel. Moi, j'ai une relation un peu particulière avec lui, où voilà, moi, je pense que je suis quand même proche de lui. Il m'apprécie bien de son côté, comme par exemple, moi, ce week-end, tu vois, mon week-end en Auvergne, je l'ai fait chez lui, tu vois. J'ai pas été chercher un Airbnb ou autre, j'ai passé le week-end chez lui. C'est vraiment bien d'avoir ce genre de relation, je pense. Et l'avantage qu'il y a aussi avec Patrick, c'est qu'il est là sur les séances, quoi. Donc, c'est quand même encore un excellent coureur. Donc, il te voit évoluer. Tu vois, ce week-end, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas couru ensemble. Et tu vois, là, il a un peu fait changer ma suite de prépa parce qu'il a vu que j'étais quand même pas mal en avance, finalement, au niveau physio, etc. Donc, pour ça, c'est vraiment chouette de pouvoir être avec lui en présentiel, quoi. Et toi qui est coach aussi à côté, c'est pas un peu bizarre entre guillemets d'avoir un coach alors qu'en soi tu pourrais te coacher toi-même, même si bien sûr que c'est un peu plus intéressant à ce niveau-là d'avoir un coach, mais ouais, comment tu le vois cette relation en étant toi-même coach en devenir avec tous les diplômes bien sûr. Ouais, après d'être tu vois, t'as tous les athlètes qui sont autour de moi ou tous les compétiteurs qui sont entraîneurs ou encadrants en sport ont leur entraîneur. C'est quand même hyper compliqué de se coacher soi-même. On n'a aucun recul, on n'est pas objectif du tout en fait sur les sensations. Je pense qu'on serait toujours un peu dans l'excès, à toujours vouloir en faire plus. Donc moi, j'ai pas de souci là-dessus. En plus, comme tu dis, voilà, moi, j'ai passé un DU au STAPS l'an passé. Là, je passe mon CQP. Donc, j'ai quand même encore un peu à apprendre, même si je pratique au quotidien. D'avoir quelqu'un comme Patrick qui, moi, me coach à titre perso. Et en plus, c'est mon tuteur sur mon CQP. Donc, il m'amène quand même beaucoup de connaissances. Tu vois, ce week-end, j'ai participé à une séance du Clermont Athlé avec lui. Le samedi après-midi, on était 20-25 en groupe à faire la séance. C'est moi qui l'ai encadré. Donc, tu vois, là, ça fait quelques temps qu'on essaye de mêler un peu tout, quoi. Le pro, le sportif et même le perso, tu vois, on s'entend bien. Donc, on essaye de passer du temps ensemble. Ouais, c'est cool, je pense que ça peut que mener à de beaux résultats. Ouais, j'espère. J'ai une question personnelle que je me demande. Est-ce que tu n'as pas des regrets parfois d'avoir attaqué si tard, entre guillemets? Ben voilà, tu sais le potentiel que tu as et est-ce que des fois tu te dis pas mais pourquoi j'ai pas attaqué à 20 ans? Ouais, je pense que dans ma vie, je pense avoir aucun regret, si ce n'est celui-là. Ouais. Pas chaque jour, mais très très régulièrement, j'y pense. Ouais, en ayant attaqué plus tôt, oui, je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui, avec peut-être plus de contrats ou plus de victoires en tout cas. Après, est-ce que je me serais pas plus blessé? On ne le sait pas. Est-ce que j'aurais toujours la motivation aujourd'hui de faire des 15, 20, 25 heures d'entraînement semaine? Je sais pas. Et après, je me réconforte aussi dans le fait, comme je te disais, j'ai quand même une expérience pro derrière qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais. C'est-à-dire que voilà, financièrement... j'ai bossé pendant 15 ans avant, donc financièrement, j'ai fait un peu ma base, j'ai ma maison qui est construite et j'ai un CV qui est relativement correct. Donc je me dis, voilà, les 2, 3, 4, 5 ans qui arrivent, si j'arrive encore à pouvoir, entre guillemets, vivre de ça, c'est cool. Mais voilà, avec mon bagage pro que j'ai derrière, le jour où ça s'arrête... je sais quand même que j'ai des roues de secours un peu partout, donc voilà, j'essaye de relativiser avec ça. Après oui, je te cache pas que je me dis, oui, si j'avais attaqué à 16 ou 17 ans comme toi, ou même avant, ça aurait peut-être changé les choses, mais voilà, ce qui est fait, c'est fait. J'ai quand même bien profité en faisant, comme je te dis, de la moto, etc. C'était quand même cool, hein. C'est pas une période noire de ma vie, c'est arrivé comme ça, et puis voilà, comme je te dis, ça se trouve aujourd'hui, j'aurais été blessé plein de fois, et aujourd'hui, j'aurais plus envie de courir. Donc voilà, un petit regret, mais au final, il faut relativiser, quoi.
Après, il faut aussi se dire que là, tu es un peu dans la fleur de l'âge pour faire de l'ultra. Donc, maintenant qu'on voit, comme Ludovic Pomeray, pour ceux qui le connaissent, à 50 ans encore, qui fait des perfs, tu te dis aussi peut-être que voilà, il y a le temps quand même de faire encore de belles choses. Et justement, cette saison, tu vas faire la TDS. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de l'UTMB voilà, qui fait 140 km, il me semble. 150 maintenant. Et il doit avoir pratiquement 10 000 de D+, non ? Pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est une course quand même qui est très relevée puisqu'elle est à l'UTMB. Et puis elle est, il me semble, quand même un peu plus sauvage, un peu plus technique que le tracé classique de l'UTMB. Ouais, tout à fait. Donc là, ça va être ton objectif majeur de cette saison ou vous allez quand même vous calibrer sur la TDS principalement ? Ouais, bon après le premier très gros objectif, comme on disait, c'est les France. Après, oui, clairement, j'ai une maxi race au mois de juin. Ouais. Mais j'aimerais vraiment briller sur la TDS. Ouais, c'est quand même les courses UTMB, c'est là où il faut répondre présent, quoi. Donc, ça sera mon premier vrai ultra au final, puisque passer une nuit dehors, on va dire que c'est le premier pas dans l'ultra. J'ai jamais fait aussi long, je sais ce que je vaux sur 10, 12, 13 heures de course, mais après je sais pas. Donc on va essayer de tabler là-dessus. Comme je te disais, mon bémol en tant que coureur, c'est la vitesse. Par contre, mon gros point fort, c'est vraiment l'endurance et l'acceptation un peu de la souffrance. Donc ça peut faire le job pour réussir une TDS, ouais. TDS cette année, est-ce que c'est dans un coin de ta tête du coup de faire l'UTMB l'année prochaine ou... Oui, pour être clair avec toi, c'est le cas. Il faut juste, pour retracer en fait, là après les France, je vais faire la Maxi Race Annecy, qui est quand même une grosse course aussi que j'aimerais bien réussir. Sur le format 4 Non, sur le 100 maintenant, 100, ça fait 100. Ouais. C'est le tour du lac et maintenant il fait 100. J'aimerais bien la réussir quand même, c'est une course où il y a pas mal de visibilité, donc ça serait bien. Si je sors relativement bien de cette course sans trop de bobos et pas trop fatigué, un mois après, en fait, j'ai un dossard sur le Val d'Aran UTMB qui permettrait, là, si je fais dans les 10 de cette course-là, je serais qualifié pour l'UTMB de l'an prochain. Val d'Aran sur quel format ? 100. Ah oui. Donc ça fait enchaîner 200, donc voilà, on verra un peu au jour le jour, mais oui, l'objectif en soi, c'est d'aller essayer de faire un UTMB. Ouais. Et à Val d'Aran, c'est quoi, début juillet ? Ouais. Donc après, ça laisse... Après, ça laisse 2 mois. Donc c'est plus chaud de faire Maxi Race qui est début juin et début juillet Val d'Aran. Et après... finir Templier ou ça risque d'être compliqué là quand même l'enchaînement ? Normalement à TDS après c'est les vacances. Ouais. Bon après Templier peut-être tu vois peut-être une VO2 si on est entre guillemets invité nous sur les Templiers, donc si ça va et que je veux aller faire une petite course là-bas parce que j'aime bien le festival, c'est quand même bien quoi. Donc il n'y aura pas d'ultra. Mais non, il n'y aura pas d'ultra, c'est sûr. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour cette saison de 2026. Les Templiers, c'est quand même un événement sur lequel tu as pris beaucoup de plaisir ces derniers temps. Ça te fait pas bizarre un peu de rien faire cette saison, voilà, tu sais pas encore si tu feras une petite course, mais il n'y aura pas de grosses courses. Ça fait... Ouais, ça fait pas bizarre parce que, comme je te dis, là, ça va quand même pas mal enchaîner les courses. Donc, je pense que fin août, quand je refais en plus une TDS... que je veux réussir, je sais quand même l'implication mentale et physique que ça va impliquer, donc non, je serais pas déçu de pas y aller. Après, dans tous les cas, je pense que j'irai faire un saut pour voir le salon, pour voir les copains chez Simalp, etc. Mais non, si je réussis ma saison, non, j'aurais pas de regret de ne pas courir au Templier. T'as dit les vacances après la TDS, t'as l'habitude de couper combien de temps coupure annuelle, du coup c'est chaque année pour tous les athlètes. Toi tu as l'habitude de prendre combien de off complets ? Ça a pas mal évolué entre 2022 et l'an dernier 2024-25. Généralement c'était 3 semaines de coupure à peu près stricte. L'an dernier Patrick m'avait fait faire beaucoup plus, je me rappelle plus, mais on avait fait au moins 8 semaines de coupure quasiment stricte. On l'a regardé l'autre jour, mais je sais pas si c'est 8 ou 9, mais tu vois, dans ces 8 ou 9 semaines, j'avais regardé, on avait fait
J'avais fait 33 heures de sport en 9 semaines, donc tu vois, c'était vraiment pas grand-chose. Et j'avais de forts doutes là-dessus, et finalement, tu vois, au Ventoux, 3 mois après, j'ai sorti la plus grosse course entre guillemets, de ma carrière. Donc des fois, les grosses coupures, ça permet de vraiment régénérer, mais ouais, ça varie entre 3 semaines et là 8. Dans tous ces grands objectifs, est-ce que tu as prévu de revenir pour une course de prépa sur une course en Lozère, ou c'est pas dans les plans? Je voulais faire un trail nocturne cet hiver. Ouais. Je voulais au moins en faire un pour prendre un dossard ici, etc. Puis ça va pas pouvoir se faire parce qu'à chaque fois j'ai soit une course de prépa, soit un week-end de stage. Je pourrais presque faire le Chanac, mais c'est 6 jours après un 50 bornes, donc ça fait prendre un peu de risque. Et donc cet hiver, ça va être foutu pour la Lozère. Et là, cette année, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de course Lozère prévue. Ouais. J'aime bien d'habitude aller au Lozère Trail. J'adore le parcours du 50 que j'ai fait 2 ou 3 fois. Mais là, cette année, ça ne va pas passer parce que c'est une semaine avant la Maxi Race. Donc, C'est important quand même pour toi de revenir de temps en temps sur des courses lozériennes, revenir un peu à l'essentiel et de là où tu viens. Ouais, oui, j'aime bien. Il n'y a que l'hiver, j'adorais les trails nocturnes, je les ai gagnés pas mal de fois et c'était vraiment une ambiance que j'adorais. Et puis j'aime beaucoup courir la nuit, donc c'était vraiment cool. Après, ça tombe depuis quelques années jamais trop bien puisque c'est pendant ma coupure ou en début de prépa et ça fait prendre quand même un peu de risque sur les premiers objectifs. Mais après, comme je te disais, j'aimais beaucoup aller sur le Lozère Trail. Ça tombait bien, ça, en saison. Tu l'as eu gagné, le format sur les 2 jours, il me semble? Non, le format 2 jours, c'était 50. 2021, je pense. Non, j'avais fait 2. Là. Okay. Par contre, le 50, je l'ai gagné 2 fois. Et j'adore le parcours du 50. C'est pour ça que souvent, avec Patrick, on essaye de le caler à la prépa. Mais là, cette année, ça tombe un peu short, donc non, pas possible. Après, j'ai pas tout le calendrier lozérien en tête, donc des fois, s'il y a une course qui peut se caler en fin de bloc ou en fin d'une grosse semaine, pourquoi pas y aller. Je suppose du coup qu'on ne te reverra pas d'ici un moment sur le Marvejols-Mende, préparé à fond. À préparer SP Marvejols-Mende, non, pas de suite, c'est sûr que non. Après, je n'en ai pas encore parlé, mais voir si cette année je peux peut-être essayer de faire ça au milieu d'une semaine. Ça, on sera un mois avant le TDS. Ouais. Je serai loin d'être frais. Mais pourquoi pas, ça c'est vraiment dans un coin de ma tête. J'aimerais vraiment faire un Marvejols-Mende préparé, quoi. Parce que finalement, je ne l'ai jamais fait, quoi. Le 1.24 que j'ai fait, c'était en prépa, sans coach. Et avant quand même que je passe certains caps. Donc là, j'aimerais vraiment le refaire bien près. Ouais. Tu aimerais te rapprocher des 1h20 par là? Ouais, 1h20, ce serait l'objectif. C'est des chronos qui demandent quand même... on le sait, le Marvejols-Mende, c'est une préparation spécifique quand même, si on veut bien y performer. Donc, sûr que quand on prépare l'ultra, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, puis on a toujours cette notion de risque à prendre en compte, et Marvejols-Mende, ça tape quand même beaucoup. Donc il faut... Le faire, c'est bien. Après, malheureusement, si tu te blesses là, ça te fout en l'air toute la saison. Et le 1er février, tu seras sur quelle course là de prépa? La Romagnatoise à Clermont. Cette année, donc, ils ont 2 courses qui font office de qualification pour les France. Moi, j'en fais une 3e parce que je suis déjà qualifié et du coup, j'en fais une hors qualif. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'avais fait l'an dernier. Déjà, c'est une course de 50 bornes qui est très intimiste. En fait, ils ont un quart pour nous amener au départ. Donc, on est 60 coureurs, pas plus. Ouais. Okay. Ils nous amènent au départ. On attend le départ dans une espèce de salle des fêtes. Et en fait, il n'y a pas d'arche ni rien. On part, je crois, c'est à 7h du mat. Et c'est le son de la cloche qui annonce le départ. Okay. On part. Il n'y a pas d'arche, pas de... C'est vraiment une ambiance un peu particulière, très intimiste, et c'est vraiment chouette. Donc du coup, cette année, ça me fera une course de prépa sans trop de pression. Et j'avais bien aimé le principe l'an dernier, donc j'y retourne. Et après, il n'y aura pas de course jusqu'au Ventoux, ça sera principalement... Si, il y a une course un petit peu plus dynamique, par contre, ça sera certainement un 25 bornes. J'hésite, normalement, c'est le Seven Trail au Vigan. Ah oui. Normalement, on doit y aller avec Pierre Livache, qui a gagné les Templiers cette année. Donc normalement c'est ça sera un mois avant le Ventoux.
Ouais, donc c'est quand même. T'aimes bien, toi, caler des petites courses de prépa, ça met en confiance, Ouais, j'imagine. c'est quand même bien. Ouais. Avant d'arriver sur un Ventoux avec un niveau, tu l'as dit tout à l'heure. Chaque fois, on a fait ça, puis ça fonctionne bien, puis ça permet de mettre en place le ravito et de gérer quand même le petit stress de la ligne de départ, etc. quoi. Je t'ai pas demandé, mais t'es accompagné pour la prépa mentale ou... Non. Ouais, ça, tu t'en as pas forcément besoin. Non, j'ai jamais... Mentalement aussi, ça fait partie de mes points forts, je pense. Okay. Donc non, pour l'instant, j'ai jamais fait appel à la prépa mentale parce que j'ai jamais trop lâché prise et au contraire, même c'est ce qui me fait un peu avancer sur certaines courses. Donc non, pas de prépa mentale. Il y a du stress un peu dans les compétitions. Est-ce que même avant une ultra, on stresse Ouais, on stresse toutes les compètes, hein, mais tu vois, je te parlais des trails nocturnes. Enfin, tu me mets sur un trail nocturne, j'aurais une petite boule au ventre. Tu as toujours quand même... Puis je pense que j'ai toujours ce sentiment où tout le monde peut me battre, quoi, au final. Tu vois, en course à pied, il suffit que tu tombes sur un mauvais jour et tu peux te faire battre par n'importe qui, au final. Donc, toujours un peu de stress, même sur les petites courses. Et gros stress sur les grosses courses. Il ne faut pas se mentir, ça amène quand même beaucoup de stress. Après, moi, je pense que je le gère plutôt bien. Je suis... tous les jours J, j'ai répondu présent. Donc c'est du stress quand même, moi, qui m'amène, je pense, une petite force supplémentaire. Je vais terminer cette petite interview en te demandant la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison 2026 2020, le Graal, ça serait vraiment une équipe de France. Après, je pense que malheureusement, elle s'éloigne de plus en plus parce qu'il y a vraiment... plus en plus de prétendants. Ça, c'est une année particulière où il n'y aura qu'une seule équipe pour les Europes. Je vais tout donner pour jouer ça, mais bon, ça serait vraiment le Graal. Mais déjà, réussir les France, peu importe si l'équipe de France ou pas, mais faire une belle place là-bas. Je pense quand même que je perdrai mon titre de champion de France Master parce que du coup, Fred Tranchant va y être sûrement et on a le même âge. Il va faire le long du coup, sûrement. Ouais. Il va faire le 50. Donc, vu qu'on a le même âge et qu'il est champion du monde, je pense pas que j'arrive à... C'est un gros client, Ouais, il y a un bon client. Non, mais voilà, pour trêve de plaisanterie, réussir les France. Comme je te disais, j'aimerais faire une maxi race sympa. J'aime bien le coin. Ça fait longtemps que j'aimerais la faire et que ça passe jamais au calendrier. Donc là, c'est l'occasion d'y aller. Et après, vraiment une TD. J'aimerais vraiment faire une TDS de qualité. Je pense que j'en ai les capacités. J'ai que ce petit doute sur la tranche. Alors, elle paraîtra longue, mais la tranche 15-20 heures de course, là, elle fait un peu peur. Mais je pense qu'on peut être... que je peux être prêt, qu'on peut bien le préparer. J'ai déjà prévu pas mal de jours en montagne cet été, donc ça devrait le faire. Puis la priorité, c'est de passer entre toutes les embûches physiques. Mais bon, ça devrait le faire. Une blessure en 10 ans, on est reparti pour 10 ans, là, je pense. Bon, en tout cas, on te souhaite que le meilleur et on sera là la semaine de l'UTMB pour voir cette belle course au départ de Courmayeur. En tout cas, Rémi, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cet épisode. Pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi et de découvrir un autre monde parce que l'ultra, c'est quand même encore un autre monde dans cette course à pied. C'est un autre sport. Merci beaucoup Rémi et on se retrouve au prochain épisode. Allez, bye bye. Merci.